Quelle serait votre réaction si une fillette démunie vous restituait votre portefeuille égaré, contenant un message si poignant qu'il anéantirait toutes vos certitudes sur la bienveillance? C'est précisément l'expérience vécue par Lucas Dubois, un milliardaire de 33 ans, propriétaire d'une grande partie des plus beaux domaines de Provence, mais incapable de se souvenir de son dernier instant de véritable vitalité. Il possédait une fortune colossale, mais c'est un simple bout de papier griffonné par une enfant inconnue qui allait le faire plier. Suivez cette histoire, car un acte d'honnêteté anodin est sur le point de déclencher une suite d'événements que personne n'aurait pu anticiper. Lucas Dubois s'éveilla avant l'aube, une habitude immuable, dans sa somptueuse villa moderne près d'Aix-en-Provence, qui surplombait la campagne endormie. Des parois de verre du sol au plafond offraient un panorama sur le paysage provençal, tel un chef-d'œuvre pictural. Froid, parfait, et absolument dénué de vie. Ces matinées suivaient un rituel de maîtrise totale. Un café noir, dosé avec une précision chirurgicale. Une séance de course sur son tapis, face à la vallée qui s'éveillait. Un examen rapide des cours de la bourse, lui révélant les millions que ses algorithmes avaient amassés durant son sommeil. Aux yeux du monde, Lucas était une incarnation du succès capitaliste, le prodige ayant bâti un empire à partir d'une simple application. Mais intimement, il n'était qu'une suite de bruits et de chiffres. « Bonjour, monsieur Dubois », articula la voix synthétique de son assistant domotique. « Votre chauffeur sera là dans 10 minutes. Votre petit déjeuner est servi. » Il resta silencieux. La longue table, conçue pour 12 convives, était déserte, hormis son assiette intouchée. Le silence de la réussite était assourdissant. Plus tard dans la matinée, tandis que le conseil d'administration de sa société s'écharpait sur des prévisions qui le laissaient indifférent, Lucas contemplait le paysage par la fenêtre de la salle de conférence, songeant à la façon dont un lieu si lumineux pouvait sembler si terne. Il quitta la réunion prématurément, faisant fi des regards interloqués des dirigeants qui chuchoteraient plus tard sur son étrange comportement. Peut-être avait-il raison. La seule chose qu'il savait, c'est que pour la première fois depuis une éternité, il n'aspirait pas à un nouveau contrat. Il aspirait à respirer. Il erra sans but dans les ruelles pavées d'un village provençal, son costume de grand couturier contrastant avec les effluves de lavande, de romarin et la patine des vieilles pierres. À l'angle d'une petite place, une boulangerie capta son regard. Ses vitres étaient couvertes de buée, son enseigne en fer forgé portait une inscription presque effacée, la boulangerie d'André. Fondée en 1954. À l'intérieur, l'atmosphère était chaleureuse, authentique. L'homme derrière le comptoir, les cheveux poivrés sel et le tablier blanchi par la farine, lui adressa un sourire digne d'un vieil ami. « C'est la première fois que vous venez, jeune homme ?» Lucas acquiesça. « Oui, je crois que j'avais besoin de quelque chose d'authentique. »« Vous avez frappé à la bonne porte », déclara le boulanger en lui servant une tasse de café si corsé qu'il en fut surpris. Ce fut la meilleure chose que Lucas ait bu depuis des lustres. Aucune caméra, aucun investisseur, juste le doux murmure de la vie quotidienne. Durant 10 minutes de quiétude, il se sentit exister. Il laissa quelques billets sur le comptoir, remercia l'artisan et sortit respirer l'air vivifiant du soir. Il ne se rendit pas compte que son portefeuille en cuir noir, débordant de cartes de crédit, de documents d'identité et de près de 3000 €, avait glissé de sa veste pour choir sur les pavés humides. Quelques heures plus tard, sous le scintillement des lampadaires se reflétant dans les flaques, une petite fille du nom de Chloé remarqua le portefeuille près de la boulangerie. Âgée de 7 ans, elle portait un manteau bien trop léger pour le Mistral d'octobre. Son petit frère Léo, 5 ans, se cramponnait à sa main, les lèvres violacées par le froid. « Il y a peut-être de l'argent pour manger », chuchota Théil. D'une main tremblante, Chloé ouvrit l'objet. Les liasses de billets qu'il contenait pourraient les nourrir pendant des mois. Son regard alla des billets aux yeux cernés de Léo, puis elle secoua la tête. « Ce n'est pas à nous. Mais la faim parle plus fort que la morale. » Après une longue hésitation, elle subtilisa un seul billet de 20 € qu'elle enfouit dans sa poche. Sur un morceau de papier arraché à un cahier, elle traça d'une écriture mal assurée, « Je suis désolé. Mon frère avait très faim. J'ai pris un billet pour lui acheter du pain. Je vous promets de vous rembourser un jour. » Elle déposa la note sur les billets restants, referma le portefeuille et le serra contre elle, comme un fardeau trop lourd à porter. Le lendemain matin, Monsieur André découvrit le portefeuille sur le pas de sa porte. Quelques instants plus tard, il vit entrer dans sa boutique 2 enfants qu'il connaissait de vue. Chloé lui remit le portefeuille ainsi que le billet de 20 € qu'elle avait utilisé. « C'est à un certain Lucas Dubois,
expliqua-t-elle à voix basse. Rendez-le lui s'il revient, s'il vous plaît. Sa voix était chevrotante, mais son regard était droit. Le boulanger la vit pousser l'argent vers lui. Je voudrais payer le pain, ajouta-t-elle. Pour ne devoir rien à personne. Monsieur André accepta le billet, la gorge nouée. Tu es une brave fille, Chloé, souffla-t-il. Mais elle était déjà repartie, tenant fermement la main de son frère. Ce matin-là, en se réveillant, Lucas constata que le monde était identique, jusqu'à ce qu'il s'aperçoive de la disparition de son portefeuille. Refaisant son trajet de la veille, son agacement grandit jusqu'à ce qu'il arrive à la boulangerie. Monsieur André l'accueillit avec un sourire. « Je pense que ceci est à vous », dit-il en lui tendant le portefeuille. Lucas l'ouvrit, anticipant le soulagement classique de retrouver un objet perdu. À la place, il découvrit la note. L'écriture était malhabile, le papier sali, mais chaque mot le percuta de plein fouet. « Je suis désolé. Mon frère avait très faim. J'ai pris un billet pour lui acheter du pain. Je vous promets de vous rembourser un jour. » Il relut la note 1, 2, 3 fois. Sa vision se brouilla. Pour la première fois depuis une décennie, ses yeux s'emplirent de larmes, non de chagrin, mais de pure révélation. Une enfant privée de tout avait fait le choix de l'intégrité face à la nécessité de survivre. Et lui, un homme qui possédait tout, n'avait jamais accompli un acte de pure bonté sans en attendre un retour. Lucas resta là, immobile, le mot vibrant entre ses doigts, jusqu'à ce que monsieur André reprenne la parole. « Je les vois de temps en temps, dit-il. Le petit garçon est malade. Il trouve refuge vers l'est du village. » Lucas opina, incapable d'articuler un son. Il rangea la note dans son portefeuille comme s'il s'agissait de son bien le plus précieux. « S'ils reviennent, parvint-il à dire, la voix altérée, dites-leur que je les cherche. Non pour réclamer quoi que ce soit, mais pour les remercier. » Sur ces mots, le milliardaire qui croyait avoir tout connu s'engagea dans les rues froides du village, à la poursuite d'une promesse tracée par une main d'enfant, ignorant que cette quête allait bouleverser leurs 3 existences à jamais. Le jour suivant, le village se réveilla sous un pâle soleil hivernal. Pour Lucas Dubois, cependant, le décor avait changé. Il semblait plus brut, plus humain, dépouillé de son éclat artificiel. Le mot dans sa poche le brûlait, chaque syllabe ayant plus de poids que les nouvelles matinales ou les innombrables appels de son bureau. Il avait fondé des sociétés sur des algorithmes capables de traiter des millions de données, mais désormais, seule comptait la recherche d'une petite fille au cœur immense et au courage d'écrire sa vérité. Il retourna d'abord à la boulangerie. Monsieur André, les mains enfarinées, secoua la tête. « Ils sont passés très tôt hier », informa-t-il. La petite a acheté du pain, elle a payé le montant exact. Je ne les ai pas revus. Lucas laissa sa carte de visite, promettant une récompense pour toute information. Mais l'idée le mettait mal à l'aise. L'enjeu n'était pas financier. Il s'agissait de quelque chose de plus essentiel, que sa fortune ne lui avait jamais offert, un sens à sa vie. Pour la première fois depuis une éternité, il décommanda tous ses rendez-vous. Son assistante, déconcertée et nerveuse, l'alerta sur des appels cruciaux d'investisseurs et des engagements médiatiques. « Dites-leur que je ne suis pas disponible », trancha-t-il. Lorsqu'elle s'enquit de la durée de son indisponibilité, il répondit, jusqu'à ce que je les ai trouvés. Il arpenta les ruelles du village, examinant chaque recoin où l'ombre et la lumière se mêlaient. Il visita des foyers d'accueil, des bistrots, des parcs publics, où le vent glacial charriait des odeurs de misère. Certains semblaient reconnaître sa description, une fillette d'environ 7 ans, cheveux bruns, manteau sombre, tenant la main de son frère, mais nul ne savait où il passait la nuit. Dans un refuge pour femmes, une bénévole du nom de Madame Monique leva la tête de son tas de vêtements à trier lorsque Lucas lui tendit la note. Son visage bienveillant s'attendrit. « Quelle écriture appliquée », commenta-t-elle. On dirait qu'elle avait peur de se tromper. Elle lui expliqua que les enfants dans leur situation évitaient souvent les structures officielles, de peur que les services sociaux ne les séparent. Si elle protège son frère, ajouta Madame Monique, elle se cachera là où personne ne pense à regarder. Cette réflexion le poignarda. Il la remercia, fit un don suffisant pour approvisionner le refuge pour un mois, et reprit sa marche dans le crépuscule. La splendeur du village s'effaçait à chaque pas, remplacée par une atmosphère de désespoir feutré. Les heures s'écoulèrent. Ses souliers étaient gorgés d'eau, son manteau de luxe souillé. À une gare routière, un homme prénommé Michel, qui vendait du café chaud dans un thermos,
lui indiqua la direction de la rivière. Il y a parfois une ou deux familles qui dorment sous le pont, lui dit-il. Des enfants, de temps en temps. Allez voir par là. Quand Lucas atteignit les berges de la Loire, la nuit était complète. Les lumières du village se miraient dans l'eau sombre comme des éclats de verre. Immobile, le vent glacé fouettant son visage, il se surprit, pour la première fois depuis une éternité, à prier. Une prière silencieuse et maladroite pour retrouver deux enfants qui ne lui devaient rien. Les jours suivants, il y retourna inlassablement, chargé de nourriture, de couverture, et de questions, montrant la note à quiconque acceptait de l'écouter. La plupart détournaient les yeux. D'autres l'envoyaient vers d'autres rues, d'autres ponts. Plus sa quête avançait, plus sa perception du monde se transformait. Les anonymes qu'il croisait autrefois prenaient corps, avec des noms, des histoires, des visages. Il fit la connaissance d'un ancien combattant qui vivait dans un abri en carton mais partageait son sandwich avec un chien errant. Il croisa une mère adolescente berçant son bébé sous le néon blafard d'une bouche de métro. Chaque rencontre écaillait un peu plus le vernis de son ancienne existence, bâtie sur l'indifférence. Un soir, à bout de force, Lucas s'assit sur un banc d'un parc communal, relisant la note à la lueur d'un lampadaire. Le papier était usé, mais les mots semblaient plus vivants que jamais. Il comprit alors qu'il ne cherchait pas uniquement Chloé et Léo. Il se cherchait lui-même, cet homme qu'il aurait pu devenir si l'appât du gain ne l'avait pas corrompu. Le 4e jour, il repassa voir Monsieur André. Le boulanger semblait soucieux. « Toujours rien ?» demanda-t-il. Lucas fit non de la tête. « S'ils reviennent, » assura le boulanger, « je veillerai à ce qu'ils mangent, c'est pour moi. Mais ne vous attendez pas à les trouver si facilement. Ces enfants-là, ils se déplacent dès que le grand froid arrive. » Lucas acquiesça, glissant une enveloppe garnie dans la boîte à pourboire. « Dans ce cas, veillez à ce que personne ici n'ait faim, » dit-il sobrement. Cette nuit-là, le vent balaya la Loire, chassant une neige fine dans les rues désertes. Lucas retourna près du pont, sondant les ténèbres. Une femme coiffée d'un bonnet rouge, Madame Suzanne, l'interpella de sous un viaduc. « Vous semblez perdu » lança-t-elle. « Qui ne l'est pas » répliqua-t-il. Elle eut un petit rire, puis désigna l'extrémité du pont. Une petite fille et son frère dorment parfois près de l'ancien arrêt de bus, au bord de l'eau. Je ne les ai pas vus ce soir, mais peut-être demain. Lucas la remercia, lui glissa un billet dans la main et poursuivit sa route. Son souffle formait des volutes dans l'air glacial. Son instinct lui criait qu'il était sur la bonne voie, mais la nuit absorbait tous les bruits. Il finit par s'asseoir sur un parapet de pierre, contemplant la ligne d'horizon du village de l'autre côté de l'eau. Quelque part, deux enfants se battaient contre le froid, et il était le seul à s'en préoccuper. Il sortit à nouveau la note de sa poche et la lut à voix haute, face au vent. « Je suis désolé. Mon frère avait très faim. J'ai pris un billet pour acheter du pain. » Sa voix se brisa. « Je vous promets de vous rembourser un jour. » Il ferma les yeux et murmura « C'est déjà fait. » Alors que la neige redoublait d'intensité, Lucas se releva et s'engagea sur le sentier obscur. Il ignorait où il menait, mais il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Quelque part, au-delà des ténèbres, deux petits cœurs attendaient, et il se sentait enfin prêt, et digne, de les trouver. La tempête éclata brutalement cette nuit-là, s'abattant sur la région comme une colère divine. Le vent s'engouffrait sous un grand pont, faisant tournoyer des détritus sur le sol gelé. Le manteau de Lucas, trempé, lui pesait sur les épaules tandis qu'il longeait la rive, une lampe torche à la main. Son chauffeur l'avait imploré de renoncer des heures plus tôt, mais Lucas ne pouvait s'y résoudre. Après presque une semaine de recherche, il sentait qu'il touchait au but. En passant sous le pont, le faisceau de sa lampe balaya l'obscurité et révéla, nichés contre un pilier de béton, deux petites silhouettes serrées l'une contre l'autre sous une couverture en lambeaux. Son cœur s'emballa. Il s'approcha à pas lents, le bruit de ses pas sur le gravier semblant assourdissant. L'aîné des enfants s'agita, puis se redressa, faisant rempart de son corps pour protéger le plus jeune. « Qui va là » lança-t-elle, la voix à la fois tremblante et farouche. Lucas s'immobilisa. « Tout va bien » dit-il d'une voix douce. « Je m'appelle Lucas. Je ne vous veux aucun mal. » La fillette plissa les yeux. Elle semblait encore plus frêle que dans la description de Monsieur André, les joues creusées, les cheveux noirs collés par la pluie. « C'est un mensonge » murmura-t-elle. « C'est ce qu'ils disent tous avant de vous emmener. » Il fit un pas de plus, dirigeant sa lampe vers le sol.
Je veux seulement vous aider, insista-t-il. Tu m'as laissé une note, tu te souviens? Ses yeux s'agrandirent. À côté d'elle, le garçon fut pris d'une violente quinte de toux qui déchira le silence. Lucas s'agenouilla à distance respectable. C'est ton frère, Léo, n'est-ce pas? Chloé acquiesça lentement, un bras protecteur autour de lui. Il est malade. N'appelez personne, je vous en supplie. Il nous séparerait. Lucas secoua la tête. Personne ne va vous séparer, mais il doit voir un médecin. La pluie crépitait autour d'eux. Lucas ôta son manteau et en couvrit les deux enfants. La peau de Léo était brûlante sous sa main. Ma voiture est garée juste là-haut, dit Lucas. Laissez-moi vous conduire en lieu sûr. Vous pourrez vous reposer. Chloé releva le menton, obstinée. Si vous mentez, je m'enfuirai. Il soutint son regard. Alors je m'enfuirai avec vous, répondit-il simplement. Ces paroles, fragiles et sincères, restèrent suspendues dans l'air. Une lueur de confiance vacilla dans les yeux de la fillette. Elle hocha la tête. Lucas souleva Léo. La tête de l'enfant retomba sur son épaule, une fièvre intense émanant de son petit corps. Chloé suivit, s'agrippant à son manteau comme si elle craignait qu'il ne disparaisse à l'instant où elle le lâcherait. Ils gravirent les marches de pierre glissantes. Dans la voiture, Lucas mit le chauffage au maximum. « Accroche-toi, champion », murmura-t-il en démarrant. Il appela le docteur Valérie Dubois, une amie qui lui était redevable. « J'ai besoin d'un pédiatre, immédiatement, dit-il. Pas de questions, juste ton aide. » À la petite clinique privée, les infirmières prirent Léo en charge. Chloé refusa de lâcher la main de son frère jusqu'à ce que Lucas lui promette de ne pas les quitter. Derrière la porte vitrée, il regardait les médecins s'affairer. Les minutes semblaient des heures. Lorsque le docteur Dubois apparut, son visage était plus détendu. « Il est hors de danger », annonça-t-elle. « Une pneumonie sévère. Vous êtes arrivé juste à temps. » Elle regarda Lucas, puis Chloé, prostrée sur un banc. C'est elle qui veillait sur lui, n'est-ce pas? Lucas confirma. La plupart des enfants dans sa situation ne survivent pas longtemps, soupira le médecin. Vous avez probablement sauvé 2 vies ce soir. Lucas contempla le garçon endormi et murmura, non, ce sont eux qui ont sauvé la mienne. Plus tard, la tempête s'étant apaisée, le silence de la chambre n'était rompu que par le bip régulier des appareils. Chloé veillait son frère. Lucas lui tendit un chocolat chaud. Elle le prit, mais ne le but pas. Pourquoi faites-vous ça pour nous, demanda-t-elle. Il s'assit près d'elle. Parce que tu l'as fait pour moi la première. Ne comprenant pas, elle fronça les sourcils. Lucas sortit la note de son portefeuille. C'est toi qui as écrit ça. L'avoir lu a tout changé pour moi. Les yeux de Chloé se posèrent sur le papier. Je n'imaginais pas que vous la liriez, dit-elle. Si, affirma Lucas. Et je ne l'oublierai jamais. Ils restèrent un long moment en silence. Puis Chloé murmura, vous ne direz à personne où nous sommes? Non, assura Lucas. Vous êtes en sécurité. Restez ici cette nuit. Au matin, une lumière laiteuse filtrait à travers les stores. Léo dormait paisiblement. Chloé s'était endormie sur une chaise. Lucas, près de la fenêtre, observait le village s'éveiller. Quand le docteur Dubois entra avec les formulaires de sortie, il lui fit signe de ne pas faire de bruit. Laissez-les dormir. Ils vont rester chez moi quelque temps. Le médecin le dévisagea. Vous êtes sérieux? Je n'ai jamais eu autant de place, et ils n'ont personne, répondit Lucas. Ce soir-là, il les ramena à sa villa. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un espace aux allures de musée. Chloé avança timidement. Vous pouvez rester ici le temps qu'ils se rétablissent, dit Lucas. Personne ne viendra vous importuner. Elle contemplait la vue panoramique, la voix à peine audible. Vous vivez seul ici? Plus maintenant, répondit-il. Il tenta de préparer des croque-monsieur, brûla la première tournée, en rit, et recommença. Chloé esquissa son premier sourire, une étincelle de chaleur dans son regard craintif. Léo, encore faible, mangea avec appétit. Une fois les enfants endormis sur le canapé, Lucas les observa depuis son fauteuil. La ville brillait derrière lui, mais il ne voyait que. Pendant des années, Lucas Dubois avait tout quantifié. Mais cette nuit-là, il découvrit la plus simple des vérités,
les plus petits cœurs abritent souvent le plus grand courage. Et pour la première fois, le milliardaire qui ne ressentait plus rien adressa une prière de gratitude pour une note, une tempête et 2 enfants qui lui avaient réappris à être humain. Les semaines suivantes furent empreintes d'une paix délicate. La fièvre de Léo tomba, ses rires remplacèrent sa toux. La villa, autrefois silencieuse, résonnait désormais du bruit des crayons sur le papier et des dessins animés. Chloé apprit à faire des crêpes avec Lucas. Chaque matin, elle posait la même question, est-ce qu'on va rester ici pour toujours? Et chaque matin, Lucas répondait, aussi longtemps que vous en aurez besoin. Il le pensait sincèrement. Mais le « pour toujours » est souvent éphémère. Tout bascula avec l'appel d'un détective privé. J'ai trouvé quelqu'un. Lucas sentit le sol se dérober. Il s'agissait de Stéphane, le père de Chloé et Léo, libéré d'un centre de détention. Il avait été incarcéré pour le cambriolage d'une pharmacie. Sa femme était décédée, il avait perdu la garde de ses enfants et les cherchait désespérément. Lucas fut partagé entre le soulagement et la peur. La peur de les perdre. Il resta des heures dans l'obscurité, le son des rires des enfants lui serrant le cœur. Quand Chloé vint lui dire bonne nuit, il sut qu'il ne pourrait pas lui mentir. Le lendemain, Stéphane se présenta aux services sociaux. Il expliqua ses recherches infructueuses. Le système, lent, finit par faire le lien avec Lucas Dubois. Une réunion fut organisée. L'assistante de Lucas fut abasourdie. Ils veulent discuter de la tutelle. Lucas ne protesta pas. Au palais de justice, l'atmosphère était pesante. Chloé lui serrait la main. En face d'eux se tenait Stéphane, l'air abattu. Dès que Chloé l'aperçut, sa prise se relâcha. La voix de Stéphane était brisée. Chloé, Léo, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu vous abandonner. Chloé baissa la tête. Maman est tombée malade. Tu n'étais pas là. Des larmes coulèrent sur le visage de Stéphane. Je sais. J'essayais de trouver des médicaments pour elle. C'est pour ça que... Il ne put finir sa phrase. Lucas aurait voulu le haïr. Mais il reconnut en lui la détresse d'un homme qui avait commis des erreurs par amour. La juge prit la parole. Les faits furent exposés, Lucas offrait un environnement stable, Stéphane tentait de se reconstruire. La question, dit la juge, n'est pas de savoir qui les aime le plus, mais quel est leur meilleur intérêt. Stéphane se leva. Monsieur Dubois a donné à mes enfants ce que je ne pouvais pas leur offrir. Je passerai ma vie à regagner leur confiance. Lucas se leva à son tour. Ils m'ont sauvé. Je ne peux imaginer ma vie sans eux. Mais ils méritent de connaître leur père. La juge réfléchit longuement. Monsieur Dubois, votre tutelle est prolongée de 6 mois. Monsieur Stéphane, vous bénéficierez de droits de visite supervisés. Ce n'était ni une victoire, ni une défaite. Chloé se tourna vers Lucas, les larmes aux yeux. On doit partir? Il secoua la tête. Pas encore. On va trouver une solution, ensemble. À la sortie, Stéphane l'aborda. Je ne sais pas comment vous remercier. Ils ne sont pas à moi, répondit Lucas. Vous avez une chance de bien faire les choses. Ne la gâchez pas, Stéphane acquiesça, ému. Je ne la gâcherai pas, les semaines suivantes, un nouvel équilibre se créa. Visite au parc, appel téléphonique, partage. Lucas et Stéphane apprirent à être co-responsables. Un soir, Chloé, tenant leurs 2 mains, demanda « On peut être une famille ?» Ils hochèrent la tête, comprenant que ce mot avait un sens nouveau. Ce soir-là, en bordant les enfants, Lucas se dit que faire ce qui est juste, c'est parfois savoir lâcher prise. Il n'avait plus l'impression de les perdre, mais d'apprendre enfin ce qu'était l'amour. Le printemps s'installa doucement. Lucas se réveillait désormais au son des rires. Sa villa était devenue un foyer. 6 mois avaient passé. Stéphane avait tenu ses promesses, travail, sobriété, présence. La peur dans les yeux de Chloé s'estompait peu à peu. Ce matin-là, Lucas les emmena tous au parc près de la Loire. Stéphane arriva avec des viennoiseries. « J'ai eu une promotion », annonça-t-il à Lucas. « Mécanicien à plein temps. » Lucas sourit, sincèrement. « Tu l'as mérité. » Stéphane regarda ses enfants. « Ce sont eux, ma raison de vivre. »« Tu n'es pas le seul, » murmura Lucas. Plus tard, assis sur un banc, Léo demanda « On est toujours une famille. »
Lucas regarda Stéphane. Bien sûr. Les familles, ce sont ceux qui sont là. Et vos deux papas sont là. Le mot « papa » résonna, sans être corrigé. Les yeux de Stéphane s'embuèrent. Alors que le soleil déclinait, Lucas sortit la vieille note. « Tu te souviens ?» Chloé sourit. « Je pensais que vous l'aviez jetée. »« Jamais. Elle me rappelle ce qu'est l'honnêteté. »« Mais tu ne me dois plus rien, Chloé. Tu m'as déjà tout remboursé. »« Je peux la garder ?» demanda-t-elle. Il acquiesça. Ce soir-là, Stéphane ramena les enfants dans son modeste appartement. Avant de partir, Lucas lui dit « Tu as réussi. » Ils sont heureux. Stéphane le regarda, reconnaissant. « Vous auriez pu vous battre. Au lieu de ça, vous avez créé une famille. Continue juste d'être là, Stéphane. » Sur le chemin du retour, la solitude qui le rongeait avait disparu, remplacée par un sentiment de connexion. Quelques semaines plus tard, une lettre du tribunal confirma leur succès. La juge saluait leur coopération et l'épanouissement des enfants. Lucas posa la lettre à côté de la note. Ce dimanche, au parc, ils se retrouvèrent. Stéphane avait apporté un cerf-volant. Tandis qu'il s'élevait, Lucas demanda « Tu penses parfois à comment un petit geste peut tout changer ?» Stéphane rit. Tous les jours. Ils restèrent là, deux hommes unis par une promesse. Lorsque les enfants revinrent, Léo s'exclama « On a touché les nuages !» Lucas s'agenouilla. Alors continue de le faire voler. C'est ça la vie, tenir la ficelle, même quand le vent tourne. Lucas comprit alors que sa fortune n'avait jamais eu d'importance. Ce qui comptait, c'était cette famille née du hasard et de la compassion. Au final, l'histoire d'un portefeuille perdu était devenue celle d'une transformation. Lucas Dubois, autrefois défini par sa richesse, avait trouvé un sens grâce à l'écriture d'une fillette qui n'avait que son honnêteté. Ce mot avait révélé le vide de sa propre existence. Sa quête des enfants était une quête de lui-même. En les trouvant, il ne les a pas seulement sauvés du froid, il s'est sauvé de son propre vide. Accueillir les enfants chez lui devait être provisoire, mais l'amour réécrit tous les scénarios. Les rires dans sa villa ont guéri des blessures qu'il ignorait. Il a découvert que la vraie richesse se mesure en moments qui nourrissent l'âme. L'arrivée de Stéphane aurait pu tout briser, mais elle a révélé la force de leur caractère. Lucas a choisi la compassion plutôt que la possession. Et de cette humilité est né un terrain d'entente entre deux hommes que tout opposait. Ils n'ont pas seulement reconstruit une famille, ils l'ont redéfinie, prouvant qu'elle n'est pas une question de sang ou d'argent, mais de choix et de présence. Le message de cette histoire est simple, aucun acte de gentillesse n'est insignifiant. Une note écrite par une enfant affamée a initié une chaîne de grâce. Cette histoire nous rappelle que l'empathie, la générosité et la rédemption sont toujours possibles. Si vous en retenez une chose, que ce soit celle-ci, la bienveillance n'est pas une faiblesse, et aider une personne est peut-être le meilleur moyen de se trouver soi-même. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous à notre chaîne. Votre soutien nous permet de partager d'autres récits qui nous rappellent qui nous sommes. Partagez cette vidéo, commentez, et aidez-nous à diffuser l'espoir, une histoire à la fois.